Cyril. Salut Franck. J'ai une question pour toi, Cyril, aujourd'hui. Il y a 5 ans, quand on a commencé à bosser ensemble, on parlait beaucoup d'entreprises libérées. Aujourd'hui, quand tu regardes la presse, quand tu écoutes les différents podcasts et autres vidéos, tu t'aperçois qu'on n'en parle plus du tout, très très peu. On nous parle d'entreprises à mission, on nous parle de raison d'être, etc. Alors comment ça se fait? Est-ce que toutes les entreprises ont été libérées ou est-ce que ça n'a pas de sens de libérer les entreprises? Alors, je pense que ça a du sens. Ce que je remarque, c'est que ce mouvement qui a été porté, notamment en termes de communication, par deux auteurs très connus qui sont Isaac Gates, qui a écrit L'entreprise libérée, Liberté et compagnie, ou bien sûr Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organization. Ils décrivent tous des exemples d'entreprises dites libérées, ou Opal pour ce qui est de Frédéric Laloux, mais que bien souvent, leurs exemples reposent sur des personnalités très importantes dans le cadre de cette libération, c'est-à-dire des leaders libérateurs, comme l'appelle Isaac Gates. On peut prendre l'exemple connu d'Alexandre Gérard pour Chronoflex, de Richard Terling pour Harley Davidson, de Jean-François Zobrist pour Favi, De de notre Igor idole pour Tony Vortex, Shea pour Zappos. exactement, qui est décédé récemment, de Carlos Vercaeren pour Poult, les biscuits, etc. Et donc c'est intéressant de voir que, et même de moins connus, le groupe Hervé dont on a parlé récemment avec Michel Hervé, Hubert de Boisrodon, l'entreprise bretonne Armor dans les consommables. En fait, si on n'a pas de leader libérateur, ben on fait comment? C'est un petit peu ça le souci, à mon avis, avec ce mouvement intéressant, certes, mais qui semblait être porté par des libérateurs, souvent d'ailleurs dans des situations économiques très compliquées. Donc c'était un petit peu la dernière chance au dernier moment. Est-ce que finalement c'est la seule solution, c'est la seule voie pour avoir une entreprise qui fonctionne différemment? Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'être au pied du mur pour pouvoir se libérer, et ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une personnalité extraordinaire et un être humain à la vocation quasi messianique pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ça que tu es en train de nous dire? Bah, en fait, nous, ce qu'on se rend compte pour aborder ce sujet depuis 5 ans dans les entreprises, c'est que, et dans les organisations en général, mais c'est pas tant le sujet de l'entreprise libérée que le sujet du manager libéré. Et dit autrement, on met souvent beaucoup de reproches, on donne souvent beaucoup de reproches aux managers pour dire ouais, souvent quand on continue une entreprise, on quitte plutôt un manager, etc. En fait, il y a un vrai sujet autour des managers et de leur équipe. Et, euh, et pour moi, le sujet, c'est pas tellement l'entreprise libérée, c'est plutôt ou les managers libérés, bien que eux-mêmes ne soient pas non plus en prison. Euh, donc, c'est plutôt le sujet de leur équipe. Et de leur équipe, comment peut-elle devenir plus autonome? C'est ça, à mon avis, le vrai sujet. Intéressant. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les job definition sur les quelques recrutements qu'on fait encore sur la partie française d'AC Mentoring de managers, on s'aperçoit qu'on leur demande de faire des tonnes et des tonnes de choses. Et ce qui est évident avec 2 secondes de réflexion et un petit peu de jugeote, c'est que si on attend de ces managers qu'ils fassent toutes ces choses, mettre en place le changement, comprendre les clients, développer leur équipe, contribuer en donnant du feedback et des idées à ce que leur manager à eux, leur directeur, soit capable de faire avancer la société, faire en sorte que toutes les décisions quotidiennes soient prises, et puis aussi se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on fait des progrès et qu'on apprend. On s'aperçoit qu'on demande trop de choses à ces gens-là. Donc l'idée, c'est peut-être de les libérer du carcan intellectuel qui consisterait à dire qu'ils doivent être Superman pour arriver à faire leur job, et plutôt leur faire prendre conscience du fait que leur job, il est finalement assez simple, c'est de rien faire, c'est ça?
Alors, idéalement, ça serait ça, mais ne rien faire, c'est déjà énorme. Pour y arriver, c'est beaucoup de travail. Et je pense que il y a une incompréhension qui a pu être faite ces dernières années ou qu'on a pu constater en opposant finalement une entreprise autonome et puis une entreprise sans manager. Il y a le fameux livre de Gary Hamel, La fin du management. En fait, c'est pas ça l'idée. Euh, Quand on voit les entreprises qui travaillent notamment sur des modèles très structurés comme Holacracy aussi, euh, il n'y a plus de manager dans la terminologie, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent en termes de leadership pour que les équipes soient autonomes et le leadership, il est bien présent ouais. Et donc le rôle de manager, il existe, il est juste finalement découpé différemment. Et c'est vrai que le rôle du manager tout puissant, du chef tout puissant qui sait tout, bah, en fait, déjà, ça n'a jamais existé, ou très peu. Euh, mais en plus, c'est un peu un mouton cinq pattes qu'on n'arrive jamais à trouver. Donc, à partir du moment où le manager se considère comme étant missionné d'un but qui est de disparaître ou de se transcender, dit autrement, d'avoir une équipe totalement autonome qui lui permettrait, lui, bon, évidemment, idéalement, de partir en vacances, mais c'est pas ça l'idée. C'est surtout de s'intéresser à des sujets qui seraient beaucoup plus stratégiques. Et pour le faire, pour être vraiment sur sa mission business, il a besoin de faire en sorte que son équipe soit totalement autonome. Et pour ça, c'est un vrai job, c'est un vrai travail, et c'est pour ça que la fin du management, c'est pas possible. Euh, c'est au contraire plus de managers, plus de management, mais fait autrement. Dans l'idée de faire grandir les équipes, les rendre autonomes, les mettre au bon endroit, faire en sorte que les gens soient alignés entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont, et puis structurer, organiser l'entreprise, les équipes, pour qu'elles puissent fonctionner de façon autonome. Et évidemment, une entreprise de 150 personnes, si elle ne se divise pas en sous-cellules, ça marche jamais. Et donc on voit bien que dans les entreprises qui finalement ont été successful en termes d'autonomie, leader libérateur ou pas d'ailleurs, ce sont des entreprises qui sont organisées en petites équipes autonomes de 10-15 personnes. Et on voit bien qu'ici, ça permet en fait à chacun de prendre son leadership. On le voit notamment avec une entreprise proche d'ici, de Paris, à Corus, qui est une entreprise dans le domaine de la rénovation du bâtiment, qui fonctionne avec des équipes de 10 personnes, avec tous les corps de métier, et qui sont totalement autonomes depuis la création du business jusqu'à l'après-vente. Et effectivement, dans leur vocable, ces équipes de 10-12 personnes, ils appellent ça des mini-entreprises. Donc si je résume, l'objectif, c'est de faire en sorte que le leadership puisse s'exercer par tous, à tous les niveaux et à tous les moments. Donc il faut développer le leadership de tout le monde, et c'est ça qui rend l'équipe autonome, et ça, c'est le travail du manager que l'on pourra qualifier de libérateur, c'est ça? C'est ça, et la première personne qui va libérer, c'est lui-même, évidemment, et de ses croyances, de croire qu'il doit être bon partout. Bien sûr que non. Il doit effectivement être garant d'un résultat, c'est ça son rôle, d'un résultat donc mesurable, business souvent. Mais pour ça, il doit s'appuyer sur des compétences et faire en sorte que les décisions soient prises au bon endroit. On voit bien, aujourd'hui, on parle beaucoup d'incertitude, de complexité, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de possibilités de prévoir l'avenir facilement avec tous les changements, qu'ils soient climatiques, pandémiques ou autres. Euh, et donc, il faut que la décision soit prise au plus près du terrain, au plus près du client, et pour ça, il faut de l'autonomie. Et donc, les managers doivent apprendre finalement à créer cette autonomie en devenant eux-mêmes des libérateurs quelque part. Donc ils doivent se former à ça, ils doivent être soutenus, et c'est vraiment finalement un énorme travail de lâcher prise. Mais quand on dit lâcher prise, c'est pas lâcher les deux prises en même temps, hein, c'est vraiment prendre du recul et être capable de mettre en mouvement des gens qui ne se sentent pas légitimes pour le faire parce qu'ils sont pas managers. Donc il y a un vrai travail et culturel, mais aussi de processus. Parce que décider, c'est pas décider dans le vide. Il faut que ce soit dans un cadre prévu, discipliné, structuré. Et il y a effectivement des modèles qui existent, mais en fait, les entreprises qui fonctionnent bien dans ce type de décision au plus proche
du terrain, c'est des entreprises qui ont construit avec leurs équipes, qui ont co-construit des modes de fonctionnement qui leur va bien et qui est adapté à leur culture. Au final, ce qui ressort de ce que tu nous expliques, c'est que les managers peuvent adapter, faire évoluer, changer leur façon de travailler, mais surtout leur rapport à leur mission, et que d'expérience, nous on sait que c'est pas quelque chose de simple qui se décide du jour au lendemain et qui se met en œuvre simplement parce qu'on l'a décidé. C'est souvent là que nous on intervient pour les aider à faire ce shift, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que l'idée c'est de... En fait, il n'y a pas... On est dans un système managérial plutôt pyramidal, plutôt issu de la taylorisation du travail il y a plus de 100 ans, qui a finalement plutôt bien fonctionné, malgré tout, de manière il est critique. Et aujourd'hui, il n'y a pas un autre modèle qui vient se plaquer pour remplacer ça. Chacun va trouver sa voie de comment faire en sorte d'avoir des modes de fonctionnement qui soient les plus adéquates à la réalité pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Donc l'idée, c'est effectivement de donner les clés aux managers d'équipe, qui sont souvent ceux qui ont le budget, le pouvoir de décision, pour distribuer ce pouvoir, mais le distribuer de manière explicite, parce que bien souvent, il est déjà distribué. Il y a déjà la délégation. Mais elle ne va pas jusqu'à la délégation totale. Là, l'idée, c'est effectivement de se dire, si tu as un rôle, tu décides totalement dans ce rôle-là. Donc, pour être en capacité de décider, il faut effectivement un processus qui permet de prendre les avis des gens impactés. Il faut être compétent pour pouvoir décider dans son rôle. Si on n'est pas compétent, on ne pourra pas décider, évidemment. Donc, il y a plein de préalables qui font que l'autonomisation pourra se faire. Et ça, c'est le rôle du manager.